Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Signature d'un accord de prêt avoisinant 22 milliards de francs CFA ce matin par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et l'ambassadeur populaire de la Chine près le Bénin. Elle vise à densifier le réseau numérique du Bénin. Installation ce matin à Cotonou des membres de l'organisation professionnelle agricole chargée de l'appréciation de leur représentativité. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui. Et puis en Guinée-Conakry, 8 jours après le coup d'État militaire, la junte organise à partir d'aujourd'hui 15 jours de consultation auprès de la société civile pour fixer les grandes lignes d'une transition politique et former un nouveau gouvernement. Merci pour l'attention. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et l'ambassadeur populaire de la Chine près le Bénin ont signé ce matin un accord de prêt d'environ 22 milliards de francs CFA. Il est relatif au projet de densification du réseau numérique haut débit du Bénin. Clémence Tonoucoin pour le compte rendu. Cet accord de prêt d'un montant de 22 milliards de francs CFA va permettre au Bénin d'avancer dans la densification de son réseau numérique. Il s'agit d'un réseau dorsal de 481 km en fibre optique qui va couvrir des localités ciblées et d'un réseau métropolitain qui va desservir plus de 10 villes ainsi que la route des pêches. Le fait que ce projet va permettre de connecter des zones lacustres à la fibre nationale par la technologie et de faisceaux dans le seul but de rendre la technologie numérique accessible à tous est une réponse aux demandes et aux exigences de notre peuple. Nous sommes dans la trajectoire qui va nous permettre de renforcer les préalables qui sont nécessaires pour créer la richesse, les préalables qui sont nécessaires pour permettre à nos entreprises de devenir performantes dans un monde où la concurrence, la compétition sont de mise. C'est aussi, dans le cadre de cette crise de la Covid-19, l'outil par lequel nous mettons des plateformes qui nous permettent d'opérer de manière sécurisée en réduisant le contact entre les humains et en respectant les gestes barrières. C'est pour toutes ces raisons que je voudrais vous dire toute mon appréciation, Monsieur l'ambassadeur, vous dire l'appréciation du président de la République et de notre gouvernement pour cet accompagnement que vous nous apportez. La présente signature d'accord va permettre de démarrer la phase 2 du projet de développement des infrastructures numériques lancé en mai 2016. Cette deuxième phase facilitera l'accès des abonnés au réseau et le développement des applications. Grâce à l'amélioration et à l'extension de la fiabilité du réseau dorsal, l'extension des réseaux métropolitains dans les grandes villes, la couverture nationale du réseau sera sensiblement améliorée. La sécurité et la fiabilité des réseaux connaîtra une amélioration évidente. Le Bénin vient ainsi de franchir un pas vers son objectif de devenir la plateforme numérique de la sous-région. Les membres en charge de l'appréciation de la représentativité des organisations professionnelles agricoles ont été installés ce matin. Ils auront à désigner les représentants des associations fêtières des différentes filières agricoles au Bénin. Les détails avec Frédéric Espoir Roumabou. Selon une étude récente menée par le ministère de l'Agriculture, la plupart des organisations professionnelles agricoles et leurs fêtières connaissent des situations de mauvaise gouvernance, des difficultés de fonctionnement et même des conflits de leadership. Une situation dont le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, révèle ici les conséquences. Cette situation a conduit à plusieurs écueils dont, entre autres, la multiplicité des réseaux d'acteurs au sein d'une même famille professionnelle, la faible culture de réédition de comptes et de redevabilité, la gestion solitaire par certains leaders d'OPA, le non-renouvellement à échéance des mandats des organes statutaires, l'absence ou l'insuffisance de synergie et de complémentarité entre partenaires d'appui aux OPA et le financement des organisations
non représentative et parfois non fonctionnelle. Cette cérémonie s'inscrit donc dans le cadre de mettre un terme à de pareilles situations. Outre l'installation des membres du comité chargé d'apprécier la représentativité des organisations professionnelles agricoles, elle lance également les opérations d'inscription au registre digitalisé de ces organisations agricoles, comme le précise ici le ministre. Des statistiques fiables, actualisées sur les organisations professionnelles agricoles qui animent le secteur agricole dans ces départements. Une seule OPA sera désormais l'interlocutrice légale du ministère par maillon et par filière. C'est donc à ce devoir patriotique que votre qualité de membre vous investit. Il s'agit pour vous de mener des analyses minutieuses et approfondies afin de proposer à ma reconnaissance l'OPA la plus représentative par collège ou famille d'acteurs et par filière agricole. Prenant la mesure des choses, le président du comité ainsi installé s'engage à bien conduire les travaux. Nous, membres du comité chargé de l'appréciation de la représentativité des OPA filières, nous nous engageons à jouer notre partition en toute impartialité et objectivité. Les résultats de ces travaux permettront un peu plus le développement des filières agricoles, donc le développement de l'agriculture au Bénin. Si les enfants doivent passer une année scolaire couronnée de succès, cela relève aussi de la responsabilité des parents. Les dispositions à prendre par les parents, dans ce cas, sont énumérées ici par le professeur Claude Tingbe Azalou au micro d'Eden TV. Les parents doivent nécessairement veiller d'abord à la préparation psychologique de l'apprenant, parce qu'il faut une préparation psychologique et donc petit à petit il faut que les parents commencent à rappeler aux enfants que la rentrée va démarrer, et cette préparation psychologique ne prend pas une préparation organisationnelle, donc ils doivent aider l'apprenant à organiser son emploi du temps, et donc chaque jour il faudrait que l'apprenant puisse savoir ce qu'il doit faire. De telle heure à telle heure, il a cours, de telle heure à telle heure, il doit déjeuner, de telle heure à telle heure, il doit dormir, de telle heure à telle heure, il doit prier. Et donc tout doit être calculé à la minute, et je dis bien à la minute. Et le parent doit faire cet exercice avec l'apprenant, et tout en considérant tout ce que l'apprenant aime comme distraction. Parce qu'il faudrait que pendant l'année scolaire, l'apprenant puisse avoir quelques petits instants pour pouvoir se divertir, parce que la meilleure manière pour le cerveau de se reposer, c'est de vaquer un peu à d'autres petites occupations. Et donc les parents doivent jouer ce rôle et jouer également le rôle de préparateur financier. On n'est pas sans savoir qu'une rentrée, il faut beaucoup d'argent, il faut des matériels. Le parent doit préparer tout ce qui est fourniture scolaire, tout ce qui est frais d'inscription, frais de ci, frais de ça et tout. Au niveau des apprenants, il faudrait qu'ils soient réellement assidus, qu'ils doivent suivre le programme et l'emploi du temps établi par le parent et lui-même, puisque l'emploi du temps doit être établi par les deux de concert. L'apprenant doit réellement prendre l'engagement de respecter cet emploi du temps et de bien suivre les cours afin de réussir aux examens qu'il doit passer à la fin de l'année, à la fin de chaque semestre ou trimestre. Depuis le 2 décembre 2019, la Direction générale des impôts a lancé la phase de généralisation de la réforme sur les factures normalisées avec, pour rappel, l'utilisation obligatoire des machines électroniques certifiées de facturation. Que comprendre alors par facture normalisée et quels sont ses avantages? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Maury Arnaud Agua. Ce que c'est que la facture normalisée, je n'en sais rien de ça. J'entends parler de facture normalisée, mais je ne connais pas. J'entends seulement, mais je ne connais pas. La facture normalisée n'est pas connue de tous. C'est quoi alors une facture normalisée? Docteur Franciscain Agbaza, spécialiste de comptabilité, contrôle et audit, nous en parle. Une facture normalisée, c'est un outil de gestion et de contrôle interne qui permet véritablement de diminuer la concurrence déloyale au niveau des opérateurs économiques et de réduire la fraude fiscale. Il faut aussi noter que, outre les éléments classiques de la facture ordinaire,
La facture normalisée comporte quelques éléments de sécurité de la Direction générale des impôts, tels que le numéro d'identification de la machine qui sert à délivrer la facture normalisée, et la signature et puis un code numérique. La facture normalisée déjà adoptée par plusieurs pays en Afrique comme le Kenya, le Rwanda, comporte plusieurs avantages. D'abord au niveau de l'entreprise, la facture normalisée permet de parfaire la comptabilité de l'entreprise. Ça permet d'améliorer la comptabilité de l'entreprise. La facture normalisée vous permet véritablement d'éviter les manipulations des nombres comptables. Quand on parle de manipulation des nombres comptables, c'est qu'il y a certains opérateurs économiques véreux qui diminuent l'assiette d'impôt, c'est-à-dire par exemple le chiffre d'affaires de l'entreprise afin d'amoindrir l'impôt qu'il faut payer à l'État. Donc la facture normalisée permet véritablement d'éviter ça. La facture normalisée au niveau de l'entreprise, ça permet de réduire la présence des inspecteurs des impôts au niveau des entreprises. Vous voyez? Donc il y a autant d'avantages pour la facture normalisée. Comme autre avantage, en exigeant une facture normalisée, le consommateur s'assure ainsi que la TVA collectée par l'entreprise est effectivement reversée au trésor public. Ça permet à l'État de suivre les entreprises, de les contrôler pour éviter véritablement les dérapages. La facture normalisée, ça permet la justice et l'équité fiscale au niveau de notre pays. Il est à noter que la facture normalisée n'est pas réservée à une catégorie d'entreprises. Elle est à la disposition de tout le monde. Actualité en dehors du Bénin, en Guinée, 8 jours après le coup d'État militaire, la junte organise depuis ce matin une consultation auprès de la société civile. 15 jours de consultation nationale avec toutes les forces vives. L'objectif est de fixer les grandes lignes d'une transition politique et former un nouveau gouvernement. Des membres du parti du président déchu Alpha Condé devraient participer aux discussions. En visite à Conakry, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest souhaite un retour des civils au pouvoir dans un délai raisonnable. Nous avons rencontré effectivement le président Alpha Condé. Nous nous sommes assurés de sa sécurité, de sa santé. Il se porte bien. Aussi bien les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union africaine et tous les partenaires en fait commencent réellement à s'interroger sur cette recrudescence des coups d'État. Et c'est un phénomène inquiétant qu'on peut interpréter par un recul démocratique. Nous voulons une durée raisonnable. Mais la durée raisonnable dépend des Guinéens eux-mêmes, parce que je voudrais toujours dire et le répéter, que quel que soit l'accompagnement, quel que soit le soutien de la communauté internationale, l'avenir de la Guinée, c'est entre les mains des Guinéens eux-mêmes. Et pour Claude Blanche-Maison, expert en relations internationales, si ce coup d'État a été bien accueilli par la population guinéenne, il risque de poser problème à la CEDEAO et à l'Union africaine. La CEDEAO est très embêtée parce que ça fait 2 fois qu'un phénomène de ce type arrive en un peu plus d'1 an. L'année dernière, c'était le Mali, au mois d'août. Maintenant, c'est la Guinée. Alors, bien entendu, il faut condamner parce qu'un coup d'État, c'est pas bien. Il faut recourir à des élections et demander le retour à un processus constitutionnel. C'est ce que la CEDEAO a fait. Et dans les 2 cas, d'ailleurs, elle a envoyé une mission sur place pour étudier les conditions. La ministre des Affaires étrangères du Ghana était vendredi dernier à Conakry. Elle a vu l'ancien président Alpha Condé. Elle a dit qu'il était en bonne santé, qu'il n'était pas maltraité. Et donc, elle fait rapport à ses mandants, à la CEDEAO, qui va examiner s'il y a lieu de prendre des sanctions économiques contre la Guinée. Je ne crois pas qu'elle le fera. La Guinée est simplement suspendue de tout le système de décision de la CEDEAO. C'est un peu la même chose à l'Union africaine. Et évidemment, les Africains ne peuvent pas cautionner un coup d'État, mais en même temps, ils ne veulent pas tuer l'économie d'un pays déjà très fragilisé qui a vécu sous perfusion du Fonds monétaire international. Aux États-Unis, Anthony Blinken a défendu le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, mis en œuvre par Joe Biden face à un congrès très remonté jusque dans le rang. Un des démocrates, le chef de la diplomatie, s'est défendu en mettant en avant la responsabilité de l'ancien locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump.
Désastre cuisant, trahison, reddition. Le Congrès américain très remonté contre Joe Biden ce lundi. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, est passé sur le grill de l'opposition républicaine. Des Américains ont-ils été arrêtés, battus, enlevés ou tués par les talibans ou Daesh depuis notre départ? Est-ce que nous avons les moyens de le savoir? En ce qui concerne les citoyens américains restés sur place, du moins ceux avec lesquels nous sommes en contact, nous avons mis en place un groupe de travail de 500 personnes et des équipes dédiées pour être en contact régulier avec eux. Et je n'ai pas entendu de problème les concernant. Je ne peux pas dire s'il y a des citoyens américains avec qui nous ne sommes pas en contact ou s'il y en a qui ont pu être maltraités d'une façon ou d'une autre en Afghanistan. Gestion catastrophique de l'évacuation des citoyens américains, mais aussi départ trop précipité. Le cabinet de Joe Biden est critiqué pour son manque d'anticipation dans le dossier afghan. Anthony Blinken se défend avec fermeté. Le retrait de l'armée américaine, a rappelé le secrétaire d'État, avait été initié par Donald Trump, avec cet accord conclu par l'administration républicaine avec les talibans. Dès sa prise de fonction, le président Biden a été confronté à un choix, mettre fin à la guerre ou engager une escalade. S'il n'avait pas donné suite à la promesse de son prédécesseur, les attaques contre nos forces et nos alliés auraient repris. Même les analyses les plus pessimistes n'avaient pas prévu l'effondrement des forces gouvernementales à Kaboul avant le retrait des forces américaines. Comme l'a dit le général Milley, rien de ce que j'ai vu ou quiconque n'indiquait un effondrement de cette armée et de ce gouvernement en 11 jours. À présent, c'est la question des futures relations avec les talibans qui se pose. Et l'administration Biden est sommée de clarifier sa position. Négociez-vous avec les talibans sur la question de leur reconnaissance en tant que véritable gouvernement? Non seulement nous, mais pratiquement toute la communauté internationale, y compris une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, a clairement indiqué ce que nous attendions des talibans s'ils veulent trouver une quelconque légitimité ou un quelconque soutien. Et cela commence avec la liberté de voyager. Le président américain fait face à sa première crise internationale. Face aux critiques venues de l'intérieur, il répète sa ligne de défense. La mission américaine n'avait pas pour but de construire une nation ou une démocratie. Mais cette gestion de l'après-crise devrait marquer durablement le mandat du président démocrate, une épine dans le pied pour un candidat qui se disait soucieux de terminer les guerres sans fin. Quelques jours après la commémoration des attentats du 11 septembre, tous les regards sont tournés vers le cerveau présumé de ces attaques. Il devrait être entendu par la justice américaine aujourd'hui. 20 ans après les faits, il n'a toujours pas été jugé et coupi dans la prison de Guantanamo. Comme lui, 39 autres prisonniers sont détenus dans ce camp américain à Cuba. C'est sans doute la photo la plus connue du cerveau présumé des attentats du 11 septembre. Celle de l'arrestation de Khalid Sheikh Mohammed dans la nuit du 28 février au 1er mars 2003. Suite à son interpellation au Pakistan, il passe par plusieurs prisons secrètes de la CIA en Afghanistan ou encore en Pologne, où il est torturé à de nombreuses reprises avant d'être transféré ici, à Guantanamo, en septembre 2006. Guantanamo, la prison la plus célèbre au monde, bâtie au sud-est de Cuba, là où le système carcéral américain n'a pas cours. Washington y envoie dès la fin de l'année 2001 des prisonniers soupçonnés de terrorisme ou en lien avec Al-Qaïda. Les pires des pires, selon les mots de l'ex-vice-président Dick Cheney. Dès les premières incarcérations, conditions de détention, traitements dégradants et diverses tortures choquent une partie de l'opinion publique. Très tôt, il y a eu un sentiment d'indignation mondiale à propos de ce que les États-Unis faisaient à Guantanamo. Très tôt, des rapports ont fait état des détenus maltraités, interrogés de manière brutale, et l'idée même de détenir des personnes indéfiniment sans inculpation a suscité une grande indignation dans le monde. Au plus fort de sa capacité, Guantanamo accueille jusqu'à 779 personnes de 48 nationalités différentes, majoritairement au début des années 2000. La population du camp se réduit ensuite au fil des années.
532 prisonniers sont libérés durant le mandat de George W. Bush, près de 200 autres pendant les années Obama. Le président démocrate qui avait fait de la fermeture de la prison une promesse de campagne non tenue. L'administration Obama a fait un gros effort pour la fermer mais n'a pas pu le faire. Ils n'ont pas été en mesure d'y parvenir. Ils ont fait beaucoup de progrès, ils s'en sont rapprochés. Ils ont réduit la population carcérale mais ils n'ont pas réussi à la fermer. Aujourd'hui, 39 personnes sont encore détenues à Guantanamo. La plupart n'a toujours pas été jugée. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.